Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on vous Allô? voilà, je vois que Docteur Devast a aussi déjà ouvert son micro, génial. Bienvenue. Aujourd'hui, on vous accueille à notre événement phare de la deuxième journée de la santé cognitive des aînés. C'est une journée organisée par l'Association québécoise des neuropsychologues et on vous propose au cours de cette journée une conférence qui va avoir lieu tout de suite, mais aussi vous pouvez avoir accès à des consultations gratuites par des neuropsychologues d'expérience qui travaillent auprès de populations vieillissantes. Si vous voulez avoir accès à une consultation, n'hésitez pas à aller sur notre site internet de la QNP. Donc, c'est aqnp.ca. Dans l'onglet Cerveau santé, vous verrez la journée de la santé cognitive. Puis, je vais aussi ajouter directement dans le chat le lien, en fait, pour cette journée, pour que vous puissiez aller y faire un tour si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre consoeur, collègue Karen Debat, qui est neuropsychologue, conférencière et formatrice, qui est passionnée par le vieillissement et les changements qui l'accompagnent et qui œuvre depuis plusieurs années, en fait, au CHUS de l'Est de Montréal et qui travaille auprès d'une population gériatrique. Et en fait, elle a développé des outils, notamment comment favoriser la santé cognitive et des formations pour les intervenants. Ça nous fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Pendant la conférence, on va vous demander d'avoir la gentillesse, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. Moi, ça va me faire plaisir de pouvoir vous accompagner dans ces questions, les poser au moment où on a l'opportunité. Mais il y aura aussi des moments où vous pourrez ouvrir votre micro, lever la main pour pouvoir poser des questions. Donc, sans plus tarder, je vous propose de laisser la parole à Docteur Debat et je vous souhaite une bonne conférence et une bonne journée de la santé cognitive à tous. Merci beaucoup, Dr. Perrolink. Merci beaucoup d'ailleurs à l'Association québécoise des neuropsychologues pour l'invitation pour cette journée. Vous m'entendez bien? Juste pour être sûr que je pense que oui, moi j'ai une Très activation bien, de mon Karen. micro. Parfait, Très, très merci. bien. Excellent. Donc, comme elle disait, vous pouvez écrire certaines questions dans la section de discussion, mais si vous préférez, bon, il y aura toujours une petite période à la fin aussi. Et en cours de route, là, je demanderai si des gens ont des questions, si vous préférez simplement les nommer à voix haute plutôt que de les écrire. Ça va être aussi possible en cours de route. Donc, voilà, comme Dr. Perrolink le disait, je travaille en clinique de gériatrie, donc tout ce qui est la santé cognitive, la cognition, les troubles cognitifs, c'est mon domaine d'expertise. Et quand ils m'ont demandé de parler d'adaptation en temps de pandémie, comment favoriser sa santé cognitive, j'étais très contente. La partie adaptation, j'ai fait un petit peu de recherche parce que je ne fais pas de suivi clinique et puis j'ai trouvé des choses très intéressantes, je crois, on pourra discuter, dont on pourra discuter et que je pourrais partager avec vous sur les déterminants, en quelque sorte, les facteurs qui influencent le bien-être chez la personne âgée, particulièrement dans le contexte de la pandémie. Donc, je vais commencer avec cette partie-là de l'adaptation. Et en deuxième partie, je parlerai plus des façons dont on peut favoriser sa santé cognitive. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le virus là, parce qu'on le connaît maintenant, la COVID. On sait que pour se protéger, il faut s'isoler. Mais si on voulait le faire vraiment, il faudrait le faire presque dans un bunker, là, ce qui n'est pas possible vraiment, parce qu'il y a toujours un juste équilibre à avoir avec ce qui est du bien-être et même de la santé globale. Parce que au-delà de la santé mentale qui peut être affectée par un isolement important, on sait aussi que être isolé de façon générale, ça a un impact significatif sur nos habiletés à penser, à réfléchir. C'est ce qu'on appelle la cognition. Hein. Donc, tout ce qui est cognitif, c'est ce que notre cerveau fait pour mémoriser, apprendre, raisonner, parler. Tout ça, c'est la cognition et ça peut être affecté par l'isolement.
Le sommeil aussi, on sait que ça peut être affecté et même de façon un peu plus générale et sur le plan un peu plus médical, disons, ça peut avoir un impact sur le système cardiovasculaire ou alors sur le système immunitaire. Donc, ce qui se passe avec la pandémie, mais en fait, dans aussi toutes sortes de situations où on va vivre des défis. Il y a des facteurs qui sont hors de notre contrôle. Dans le cas de la COVID, environnementaux, c'est-à-dire présentement, là, on est à l'automne, bientôt, ça va être l'hiver. Il y aura peut-être un nouveau variant, on ne sait pas ça va être quoi la virulence, quoique en ce moment, ça semble être bien, là, ce qui se dessine. Euh, mais c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et c'est environnemental. Après ça, il y a des facteurs qui sont personnels. Donc, si jamais on est dans une situation où on est immunosupprimé, si jamais on a des facteurs de risque qu'on connaît, donc diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire. Donc, tout ça, ça peut avoir un impact sur le niveau de risque qu'on ressent et qui sont les probabilités de vivre des conséquences associées à la COVID. Maintenant, par contre, contrairement à il y a 2 ans, eh bien, on sait qu'il y a des façons de diminuer ce risque-là. Et on parle souvent du risque, diminuer le risque d'attraper la COVID. Et ce qu'on vise, en fait, c'est beaucoup le risque de diminuer, en fait, excusez-moi, euh, de diminuer le risque de vivre des complications du virus. C'est surtout ça qu'on ne veut pas, c'est de vivre un impact négatif. Et on sait qu'être vacciné, porter un masque, améliorer la ventilation intérieure, maintenant, on sait que ce sont des moyens qui sont bien efficaces. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en dehors des facteurs qui sont hors de notre contrôle, eh bien, nous, on a quand même un certain pouvoir, c'est-à-dire qu'on a un minimum de contrôle qui va avoir une influence sur le risque. C'est-à-dire que si on prend des décisions en lien avec des gestes barrières, comme de se faire vacciner, eh bien, ça va diminuer le risque associé à vivre des conséquences négatives. Et puis, tu sais, ça, c'est pour la COVID, et puis c'est pour d'autres situations, comme je disais, par exemple, vu que je travaille avec des gens qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, comme des maladies d'Alzheimer ou autres maladies neurodégénératives, il y a souvent des familles qui sont inquiètes là, quand les parents sont à domicile, ils sont seuls, puis en même temps, ils ont des troubles cognitifs. Donc, on est dans de la gestion de risques aussi. On fait ce qu'on peut pour réduire les risques et ensuite, eh bien, ce qui reste, c'est qu'il faut s'adapter. Et il y a donc toujours des décisions et un juste équilibre à avoir. Et c'est là où on rentre dans la partie d'adaptation. Et j'ai commencé par la base, vu que je ne fais pas de suivi là, plus psychologique, je me suis dit, OK, mais l'adaptation, c'est quoi en fait? Alors, j'ai pris une définition, là, il y a naturellement plusieurs théories, là, quelque chose de général. Quand on parle d'adaptation, c'est la modification des conduites, donc des comportements, qui vise à assurer l'équilibre entre un organisme, donc nous, et ses milieux de vie, notre environnement, ainsi que les processus qui sous-tendent ces modifications. Donc, je vais recommencer. Donc, c'est la modification des comportements pour qu'on puisse vivre un équilibre entre nous, notre vie et notre environnement, notre milieu de vie, et aussi les processus qui sous-tendent, c'est-à-dire ce qu'on met en place pour faire ces modifications-là. Donc, l'adaptation, c'est notre changement de comportement, notre changement de perception, mais aussi tout ce qu'on réussit à mettre en place pour arriver là. C'est ça, s'adapter. Et la nécessité de s'adapter, elle est là surtout parce que le risque zéro n'existe pas. Hein? On aura beau essayer de faire tout ce qu'on veut, il y aura toujours un risque qui va demeurer. On sait que l'adaptation, les capacités d'adaptation sont fortement associées à différents facteurs comme la résilience, la confiance. Et on sait d'ailleurs que chez les personnes âgées, ce sont des facteurs qui sont forts, là. La résilience par rapport aux jeunes. Par ailleurs, j'ai été particulièrement intéressée par une étude dont je vais vous parler où
au-delà de la résilience et de la confiance, ils sont allés voir c'est quoi qui est sous-jacent, donc c'est quoi qui rentre en ligne de compte vraiment dans la personne qui a été capable de maintenir une santé mentale, disons, adéquate pendant la pandémie. Donc, un des premiers déterminants clés dont je voulais vous parler, c'est la gestion de l'incertitude. Donc, d'être capable d'apprendre à tolérer ce risque-là, donc cette incertitude. Il disait que dans l'étude, que l'incertitude avait un impact qui était quand même direct sur le bien-être des répondants à un sondage où ils ont mesuré toutes sortes de facteurs et que l'intolérance à l'incertitude peut aussi prédire la façon dont on évalue une situation. On va poursuivre sur ce que ça veut dire ou de quelle façon est-ce que ça entre en ligne de compte, de quelle façon est-ce qu'on peut gérer l'incertitude. C'est que quand on fait face à une menace ou un défi, à la pandémie, il y a des façons qui sont plus mésadaptées de réagir. Et il y a d'autres façons qui sont considérées comme plus adaptatives. Les façons mésadaptées, c'est qu'on peut, par exemple, se blâmer, dire « Ah, ben, j'aurais jamais dû y aller là-bas, pas de masque » ou « j'aurais jamais dû faire X, Y, Z ». On peut blâmer les autres. On peut ruminer, ressasser les mêmes idées tout le temps dans sa tête ou dramatiser la situation. Et dramatiser la situation, c'est d'ailleurs un des facteurs qui était le plus fortement associé à des conséquences négatives, donc un changement d'humeur négatif pendant la pandémie. Donc, ceux qui ont vécu ça plus difficilement, ils avaient tendance à dramatiser davantage la situation. Et ce qu'on sait par rapport à la dramatisation, c'est qu'en fait, quand on est intolérant face à une situation, on peut la juger comme étant plus stressante, on se sent moins en contrôle et c'est là où on va dramatiser, puis ce qui va amener des symptômes d'anxiété ou de dépression. À l'opposé, comme je disais, il y a des façons qui sont plus adaptées de réagir face à une situation. Par exemple, on peut accepter. On peut planifier. Planifier, ça donne un sentiment de contrôle et de confiance. Et d'ailleurs, quand je lisais cette étude-là, j'ai réalisé que c'est probablement ce que mes parents avaient fait. Je vous explique, ma mère a envoyé un courriel à ma sœur et moi en 2020, là, printemps-été, avec une copie de son testament à elle et mon père. Donc là, je reçois ça dans mes courriels, puis j'étais quand même un peu, pas choquée ou outrée, mais juste surprise, puis un peu sous le choc parce que quand on est face à des risques ou quelque chose qui fait peur, bien là, notre raisonnement est un petit peu biaisé et on rentre dans des idées qui font plus de sens. C'est du genre, bien là, pourquoi est-ce qu'elle parle de testament? Si j'ouvre le courriel, est-ce que ça donne plus de chances qu'il se passe quelque chose puis qu'elle attrape le virus? Puis naturellement, non. Au début, on avait peur. Donc, il y a toutes sortes de pensées qui peuvent survenir, mais ce n'est pas parce que j'ouvre un courriel à propos d'un testament qu'elle a plus de chances de subir quoi que ce soit. D'ailleurs, mes parents vont très bien. Mais donc, j'ai réalisé que c'est probablement ça qu'ils ont fait. Eux, ils ont planifié les choses. Et pour planifier, ça veut dire qu'ils ont quand même analysé la situation et ils ont admis, en fait, la part de risque qu'il y avait et ils ont décidé de prendre action par rapport à ça. Mettre les choses en perspective, c'est une autre façon adaptée de réagir. Réévaluer et revaloriser la situation qu'on vit. Donc, cet aspect-là, d'ailleurs, était un des facteurs les plus fortement associés à ceux qui vivaient bien la pandémie. Donc, ceux qui avaient le moins de changements d'humeur, c'est ceux qui avaient tendance à réévaluer leur situation. Puis, je vais poursuivre un petit peu là-dessus parce que ce qui est peut-être plus difficile aussi, c'est quand les risques sont plus élevés. Donc, quand l'impact peut être plus important, la peur va être plus importante et donc, ça peut paralyser un peu notre raisonnement, un petit peu comme moi, sur le coup, quand j'ai vu le courriel, j'étais un peu plus dans l'évitement, je n'étais pas sûre si je voulais l'ouvrir. Par contre, l'évitement ou la passivité, c'est des façons de réagir qui ne sont pas efficaces pour passer au travers d'une épreuve. Et donc, même si le risque est plus élevé et qu'il y a une peur,
donc la réalité peut être dure à confronter, mais ça prend une évaluation qui est réaliste pour que la situation, disons, soit évaluée justement afin d'être en mesure d'y faire face. Donc, ça va être plus facile pour un et plus difficile pour d'autres, mais la réévaluation et la revalorisation d'une situation, c'est la façon dont on va être capable de réinterpréter un événement négatif et de l'imaginer avec un peu plus de légèreté ou de l'imaginer un peu plus positif. Ce que les gens font, c'est qu'ils essayent de voir en quoi l'événement a quand même quelque chose de bénéfique en quelque sorte. Donc, est-ce que ça me rend plus résilient, plus sage? C'est du genre de développement personnel. Je mets une petite étoile pour ne pas qu'on tombe non plus dans un optimisme irréaliste. De la même façon que de dramatiser une situation, c'est inadéquat, d'aller dans de l'optimisme irréaliste, ce n'est pas nécessairement aidant non plus. Ce qui est discuté dans la littérature, c'est vraiment de tenter de faire une évaluation qui est juste afin de se préparer adéquatement. Donc ça, c'est l'adaptation, en fait. C'est l'adaptation qui fonctionne bien. Donc, il y en a qui, effectivement, vont juste avoir besoin d'être sensibilisés au fait que, bon, ben, si moi, j'ai plus de misère à gérer l'incertitude, il faut que je sache que ça veut dire que mon évaluation va peut-être être un peu biaisée. Je vais peut-être avoir tendance à dramatiser, je vais peut-être avoir tendance à mal évaluer les risques. Il y en a d'autres, par contre, c'est quand même un travail qui peut se faire aussi avec de l'aide psychologique parce que ce n'est pas évident de changer là, de perspective. Donc, c'est quelque chose pour lequel on peut demander de l'aide aussi naturellement. Un deuxième déterminant important qui avait été démontré, c'était le support social. Donc, à quel point est-ce que les gens avaient du support social pendant la pandémie? Par contre, dans la littérature, ça revient de façon générale, peu importe le type de menace ou le type de défi, de percevoir qu'on a un réseau qui nous soutient. Ça peut être un réseau familial, ça peut aussi être un réseau de professionnels de la santé. Mais dans cette étude-ci, c'était surtout les amis et la famille. C'est associé à une meilleure santé mentale pendant la pandémie. Donc, ceux qui se sentent le plus seuls, ce sont ceux qui sont, disons, qui vivent le plus de changements négatifs d'humeur. Et étant donné que les changements sociaux, en fait, le support social, c'est aussi associé à la santé cognitive, bien, je vais poursuivre sur ce sujet-là. Donc, peut-être avant de poursuivre, s'il y en a qui ont des questions par rapport à l'adaptation ou par rapport à la façon de gérer un risque ou la façon de gérer une situation difficile, vous pouvez soit ouvrir le micro, je ne sais pas si vous pouvez, ou sinon le garder pour la fin ou le mettre dans le chat. On va te laisser continuer, Karen. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Parfait. Donc, je poursuis. Donc, ça, c'était les deux déterminants du bien-être chez la personne âgée durant la pandémie. Ensuite, pour les aspects de favoriser sa santé cognitive, j'ai quasiment envie, vu que personne n'a écrit dans le chat, j'ai envie peut-être de vous demander quand même d'écrire, parce que ça, je suis sûre qu'il y en a qui le savent. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser sa santé cognitive? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne mémoire? C'est quoi les recommandations, là? Je vais attendre un petit peu, je veux m'assurer que vous soyez réveillés. Ou bien alors, s'il y en a qui veulent allumer un micro, faire de l'exercice, par exemple. Hein, vous le savez, OK, merci, je vois des têtes. Oui, yes, enfin. Dormir, rester actif intellectuellement, merci. Activité physique, faire du sport, apprendre des nouvelles choses, activité intellectuelle variée. Excellent. OK. Exact. Alimentation, avoir des projets, super. Effectivement. Donc, je vais parler un petit peu quand même des recommandations générales, mais je vais poursuivre aussi sur un angle un petit peu différent. Un des premiers facteurs dont je vais parler, parce qu'il est souvent avoir du plaisir. Oui, ça va en fait, avoir du plaisir, je vais le dire tout de suite, vu que vous le dites, ça doit teinter
toutes les décisions ou les objectifs associés au fait qu'on veut favoriser sa santé cognitive si on veut que ça fonctionne bien. Mais un des premiers facteurs que je veux aborder, c'est le fait de corriger son audition. Parce que ce n'est pas souvent nommé. En fait, on ne le sait pas nécessairement. Mais dans les récentes études, c'est un effet qui est quand même très significatif. C'est-à-dire que si on compare des gens qui corrigent leur audition, donc qui portent leur appareil auditif, comparativement à ceux qui ne les portent pas, ça peut réduire le risque d'à peu près 60 % de développer des troubles neurocognitifs majeurs. Donc, c'est très significatif. Et je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup de gens, pour nos patients, les gens qui viennent nous voir, la famille, de porter un appareil auditif. D'ailleurs, mon père, je parlais de ma mère tantôt, je vais parler de mon père, ça va être égal. Il ne voulait pas le porter au départ et il a fini par accepter. Il a changé d'appareil, mais c'est aussi que, bon, déjà, il sentait que ça pouvait déranger les autres s'il montait le volume de, par exemple, la télévision ou la radio. Donc, il a commencé à le porter et en le portant, ce qui se passe, c'est qu'il se rend davantage compte de la différence entre le moment où on ne le porte pas et le moment où on le porte. Parce que quand ça diminue graduellement, là, on ne se rend pas nécessairement compte de ce qu'on manque. Et donc, on va simplement penser que les choses ne nous concernent pas, on a plus tendance à moins comprendre et à s'isoler, puis c'est ça le danger. Donc, de s'assurer de corriger son audition, c'est quelque chose d'important. Puis aussi, aujourd'hui, il y a des appareils qui sont mieux faits. Donc, par exemple, l'appareil de mon père encore, il se connecte au téléphone, donc Bluetooth. Il y a un bouton facile à manipuler pour le volume, on, off. Même d'ailleurs, quand on a les enfants, donc ces petits-enfants sont tous à table et qu'il y a beaucoup de bruit, il peut mettre off et ça fait du bien. Et c'est une option d'ailleurs que j'aimerais bien avoir de temps en temps. Mais bref, donc ça, c'est pour corriger l'audition. Prendre soin de sa santé cardiovasculaire, donc j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, et ce que vous avez nommé, donc demeurer actif physiquement, s'engager socialement, maintenir une stimulation intellectuelle. Donc ça, c'est ce qu'on sait, ont tous des impacts significatifs sur notre santé cognitive, c'est-à-dire que ça améliore les performances ou ça fait en sorte qu'on n'a pas de changement avec l'âge et qu'on n'aura pas de déclin, ou en tout cas qu'on diminue les risques d'avoir un déclin. Je vais juste expliquer un peu plus de précision sur les facteurs cardiovasculaires. Ce que c'est ce qui est diabète, hypertension, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques, parce que ce que ça fait, ces maladies-là, ça affecte les vaisseaux sanguins et qui nourrissent notre cerveau. Donc, si le sang ne se rend pas bien à notre cerveau, ça peut affecter directement notre cerveau, en fait. Et ce que les études ont démontré, c'est qu'une personne âgée qui ne présente aucun problème cardiovasculaire peut vivre 2 à 9 ans de plus avec une bonne santé cognitive. Donc ça, c'est quand ce n'est pas bien contrôlé. Quand on parle d'hypertension, si vous prenez un hypertenseur et puis que là, votre tension elle est bonne, avec votre médicament, on est correct. D'où l'importance de la contrôler. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que pour une même personne qui a diabète et hypertension, elle pourrait développer un trouble neurocognitif majeur, disons, à 70 ans, alors que pour les mêmes facteurs, si on contrôle tout le reste, là, donc même niveau d'éducation, même bagage génétique, etc., juste parce qu'elle n'a pas de diabète et d'hypertension, en fait, peut-être que le trouble neurocognitif va se développer seulement 8 ans plus tard. Donc, on vient de gagner 8 ans en situation où on a une bonne santé cognitive, donc on est autonome et on fait nos activités comme on les faisait auparavant. Donc, ça, c'est l'importance des facteurs cardiovasculaires. Puis, en fait, ce genre de choses-là, c'est comme ça pour tout. En fait, pour tous les facteurs que vous avez énumérés, que j'ai nommés. Donc, il y a des faits comme ça qui sont accessibles. Par contre, on sait ce qui est bon pour nous et on ne le fait pas nécessairement. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Moi-même, je me reconnais là-dedans. Donc, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui explique ça qu'on ne fait pas nécessairement ce qui est bon pour nous? J'ai pris connaissance des travaux de Wendy Wood, qui est une psychologue à l'université de chercheur à l'Université de Californie.
Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, les faits, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'elle recommande, c'est de créer des habitudes pour faciliter l'intégration des saines habitudes de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là, créer une habitude? En fait, ça fait du sens, ce qu'elle dit d'un point de vue neuropsy aussi, parce que des habitudes, là, ça utilise un réseau cérébral qui est à l'intérieur du cerveau, donc c'est des noyaux gris, et ça utilise peu d'énergie d'utiliser ces régions-là, dans le sens où on n'en a pas conscience, donc ça roule un peu tout seul. D'ailleurs, ça vous est probablement déjà arrivé dans votre vie d'aller, je ne sais pas moi, à la pharmacie ou à l'épicerie ou admettons que je vais à une game de hockey de mon garçon qui n'est pas au même endroit que d'habitude, mais admettons que c'est le même trajet que pour me rendre au travail. Bien, je commence et puis en fait, je me rends compte que finalement, je m'en vais au travail, mais ce n'était pas là que j'étais supposée d'aller. Donc ça, c'est les habitudes qui prenaient place, là. Donc, c'est la mémoire procédurale qui était en jeu. Et parce que je n'ai pas fait attention, je n'ai pas été consciente, je n'ai pas donné d'effort attentif, bien, c'est le circuit des habitudes qui prévaut, en fait. Donc, ce circuit-là utilise ces régions-là en particulier, alors qu'une action consciente va utiliser beaucoup plus de ressources cérébrales, notamment le lobe frontal, où il y a ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Donc, c'est comme un peu le chef d'orchestre qui va tout gérer dans le cerveau. Et lorsqu'on prend une décision, par exemple, donc, est-ce que je vais courir aujourd'hui ou est-ce que je vais prendre une marche? Mais quand on prend une décision, il faut évaluer. Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il fait beau dehors? Et toute cette évaluation-là, ben, c'est quand même un peu compliqué, en fait. Donc, quand on dit de créer des habitudes, en fait, c'est de s'assurer de se donner le plus de chances possible que ce soit facile et que ça utilise le moins de ressources pour nous donner le plus de chances de passer à l'action. Donc, quand quelqu'un, que ce soit nous ou quand ce soit notre conjoint, notre patient, n'a pas envie de faire de changement ou n'a pas envie de changer son alimentation ou de bien manger, l'objectif, c'est, en fait, le but, ce n'est pas nécessairement de le forcer, naturellement, parce que ça peut provoquer l'inverse, mais c'est de se rendre compte que peut-être ce qu'on demande, c'est peut-être juste trop exigeant par rapport à ce qui est prêt à mettre comme effort pour le bénéfice. Donc, il faut s'assurer que soit qu'on diminue l'effort ou alors qu'on augmente le bénéfice et on peut l'accompagner là-dedans. Puis, c'est un peu ça que je vais vous présenter. De quelle façon est-ce qu'on peut créer une habitude? Ce qu'elle suggère, en premier, on identifie les freins sur le chemin de l'objectif. Donc, par exemple, elle, Wendy Wood, elle donne l'exemple elle-même, je le trouve drôle, donc je vais l'utiliser. Elle voulait commencer à courir et le matin, tôt, donc avant que les enfants se réveillent. Donc, le matin, on se réveille, on s'habille, on part courir. Et il faut trouver des solutions pour diminuer certains freins. Donc, elle, quand elle se réveille, déjà là, elle identifie le fait qu'il faut qu'elle s'habille et elle a le choix entre s'habiller pour aller courir ou s'habiller pour partir sa journée et aller au travail. Et puis, ces petites étapes-là, ils sont tellement automatiques, en fait, qu'on ne s'en rend pas compte. Mais c'est dur de sortir de remarquer, en fait, c'est dur de remarquer que c'est une étape en soi de s'habiller. Et ce qu'elle a trouvé comme solution, c'est qu'elle s'est dit, ben, au début au moins, jusqu'à ce que ce soit bien intégré, s'est couchée le soir avec ses vêtements de jogging. Donc, elle s'est couchée déjà habillée pour courir. Comme ça, le matin, quand elle se réveille, ben, elle n'a plus la décision à prendre, là. Donc, elle est déjà habillée pour courir. Donc, elle a enlevé une étape et elle a facilité le chemin pour aller vers l'objectif qu'elle-même s'est choisi. Elle voulait aller courir le matin à 5h30, c'est son choix. Donc, elle a identifié ce frein-là, puis elle a trouvé une solution pour ça. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on identifie des facilitateurs pour atteindre l'objectif. Puis, je poursuivrai un petit peu, là, mais par exemple, d'augmenter l'agréabilité. D'aller marcher avec un ami, c'est peut-être plus agréable que de marcher tout seul, par exemple. Ou de modifier l'environnement. Donc, les entreprises qui ont lu ces études-là, par exemple, ont mis des escaliers en rentrant
des beaux escaliers directement devant la porte d'entrée pour favoriser le fait que leurs employés marchent et prennent les marches, alors que les ascenseurs, eux, sont un peu plus cachés. Donc, pour favoriser les saines habitudes de vie aussi. Donc, de modifier l'environnement chez vous pour que votre objectif soit juste plus facile à atteindre, qu'il y ait moins de portes à ouvrir, moins d'étapes. C'est un peu ça qu'on veut dire par des facilitateurs. Donc, le guide que j'ai développé, qui est disponible, il est disponible sur mon site dans un blog, là, mais ça prend, vous devez entrer votre courriel pour le recevoir, donc j'essaierai de le mettre dans le chat. Je n'ai pas pensé de le faire vu que j'ai changé d'ordinateur. J'essaierai de déposer le document dans le chat à la fin de la conférence. Mais ce qui permet, dans le fond, c'est de vous accompagner dans ce processus-là. On cible en premier pourquoi est-ce que je veux être plus actif physiquement ou vivre plus de stimulation intellectuelle? C'est quoi mon objectif? Donc, ça, c'est la première question. Et c'est une question qui est importante. J'ai mis des petits exemples pour vous aider, comme par exemple, rester vif d'esprit le plus longtemps possible, m'occuper, m'assurer une qualité de vie en vieillissant, etc. Mais je vous invite vraiment à concrétiser la question, concrétiser votre réponse, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce que vous avez à gagner? Parce que de vouloir une bonne santé, c'est quand même un peu abstrait, en fait. Oui, tout le monde veut une bonne santé, mais en même temps, personne ne veut nécessairement une bonne santé. On ne veut pas aller à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On veut rester à la maison. Ça, c'est quelque chose qu'on veut. Donc, on ne veut pas nécessairement une bonne santé, mais on veut rester à la maison, on veut vivre bien, on veut pouvoir communiquer avec notre famille. Donc, ça, c'est des choses qu'on veut. Donc, c'est ça que vous devez cibler. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ce que ça fait de le nommer, de l'expliciter, c'est que ça contribue à activer votre système motivationnel et donc, vous allez être en mesure de solliciter les ressources que vous aurez besoin pour aller modifier en quelque sorte les comportements si vous avez à en modifier. Ensuite, une fois qu'on a fait notre pourquoi, on choisit un objectif réaliste. Donc, on commence par un objectif. Et avec son objectif en tête, excusez-moi, j'ai changé mon... Avec un objectif en tête, la deuxième page, c'est qu'on va parcourir les étapes que j'ai décrites tantôt de Wendy Wood. Donc, on va identifier des freins. Donc, par exemple, je veux améliorer, donc avoir plus de contacts sociaux. Je vais nommer celui-là comme exemple parce que souvent, quand on a plus de contacts sociaux, c'est aussi plus de stimulation intellectuelle. On va identifier des freins qui sont tant un peu physiques, du genre, je ne connais pas beaucoup de gens, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire pour augmenter le nombre de contacts sociaux ou voir plus de gens, que des freins qui sont peut-être un peu plus psychologiques. Par exemple, j'ai peur de me faire juger si je me rends à cette activité-là toute seule. J'ai peur de rencontrer des gens que je n'aimerais pas. Peut-être que je n'aurais pas envie de leur parler. Donc, ça, ce sont des freins. Donc, il faut prendre le temps de voir c'est quoi exactement pourquoi est-ce que je ne le fais pas. Donc, on peut se poser la question à haute voix, qu'est-ce qui m'empêche en ce moment de rencontrer plus de gens? Ensuite, on va réfléchir aux façons de passer par-dessus ces freins-là. Donc, j'en parlerai tout à l'heure, du 2-1-1. Il y a des organismes qu'on peut appeler, poser des questions, savoir où est-ce que je pourrais aller pour faire du bénévolat, où est-ce que je pourrais aller, quel genre d'activités sont offertes gratuitement à côté de chez moi, ce genre de choses-là. Donc, on va réfléchir aux solutions qu'on pourrait avoir pour les freins qu'on a identifiés. Ensuite, on va aller chercher des facilitateurs, donc d'autres façons de rendre la chose plus agréable. Si, par exemple, vous avez peur de rencontrer des gens et que vous avez peur de ne pas aimer ça, les discussions, est-ce que peut-être pour la première fois, vous pouvez y aller avec une autre personne en qui vous avez confiance? Ou est-ce que peut-être vous pouvez appeler avant pour savoir qui vous allez voir et au moins, là, vous allez être un peu plus sécure et donc vous êtes un peu plus confiante, ça va être plus facile. Donc, on identifie des facilitateurs qui vont nous aider à passer à l'action. Et finalement, on va se demander, est-ce que mon objectif est réaliste? Est-ce que c'est adéquat? Est-ce qu'il reste des petites embûches? Parce que s'il y en a, on va tenter de les identifier avant de passer à l'action. Parce que ce qu'on fait ici avec les étapes, là, c'est toutes des choses qui sont exigeantes. On est en train de réfléchir, raisonner, trouver des solutions, évaluer le pour et le contre.
Et tout ça, on peut le faire dans un moment calme, qu'on a l'énergie, qu'on dédie à ça. Parce que quand ça va être si ces obstacles-là surviennent au moment où vous voulez partir pour vous présenter au dîner organisé par l'organisme communautaire, s'il y a des freins qui surviennent et que vous n'avez pas déjà répondu ou donné une solution à ces freins-là, bien, les chances sont que ça se peut que vous vous abandonnez. Et ce qu'on vise, c'est surtout un succès à avoir accompli un objectif qu'on s'est fixé. Ce n'est pas nécessairement un impact clinique ou un impact significatif. Puis je reviens à la notion de plaisir. Ce qu'on cherche aujourd'hui aussi avec l'adaptation, favoriser sa santé cognitive, c'est quand même juste le bien-être. On veut être bien. Donc, le but de faire tout ça, c'est qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait de l'utilité, qu'on sente qu'on est fier de ce qu'on a fait, qu'on ait confiance en nos capacités, qu'il y ait de l'accomplissement de soi. Donc, ça, c'est quand même ce qui doit guider vos choix. Si on fait des mots croisés parce qu'on se sent obligé de faire des mots croisés, changer de stratégie, changer d'activité. C'est possible. Donc, oui, ça faisait le tour pour les 4 étapes là, pour intégrer les bonnes habitudes de vie. Et une fois qu'on a terminé puis que c'est bien intégré, là, on peut passer à un autre objectif ou bien modifier l'objectif. Et puis, par exemple, si on a commencé par plus de contacts sociaux, bien là, on peut intégrer un petit peu plus de stimulation intellectuelle, puis l'activité physique. Une étape à la fois, okay? Parce que si on veut que ça devienne une habitude, il faut l'intégrer comme il faut, prendre la peine de l'intégrer. Les 45 à 70 ans sont chanceux en ce moment. Donc, si c'est votre cas, moi, je dirais là-dessus, c'est relativement nouveau. C'est en collaboration avec l'Institut de gériatrie. C'est un programme de recherche qui collabore aussi à ça. Donc, c'est un accompagnement personnalisé pour vous aider à faire ce que j'ai un peu décrit. C'est-à-dire qu'ils veulent donner un peu plus de chance aux gens d'intégrer les saines habitudes de vie puis d'avoir une bonne santé cognitive. Donc, il y a un questionnaire à remplir sur ce site-là et ça permet d'avoir un bilan. Donc, sur l'exercice physique, l'alimentation, la stimulation intellectuelle. Il pose des questions sur vos habitudes de vie. Et là, vous avez un genre de bilan pour savoir où est-ce que ça va bien, puis où est-ce qu'il y a peut-être des petites choses à faire pour améliorer la situation. Et ensuite, si vous êtes intéressé, bien, vous pouvez poursuivre la discussion avec un intervenant à propos de votre bilan à vous. Donc, ce n'est pas de groupe, c'est personnalisé. La première discussion avec l'intervenant est peut-être de 1 heure. Et ensuite, c'est des suivis périodiques de 20 à 30 minutes. Ça peut se faire au téléphone ou en virtuel, les suivis. Et c'est adapté aux besoins de chacun. Donc, moi, je vous encourage à aller là. C'est Lucie Lab, donc l'application Lucie et moi. Puis, je pourrais copier-coller le lien aussi tout à l'heure pour le mettre dans le chat. Et pour les autres, bien, naturellement, vous pouvez faire l'exercice en groupe, là, en équipe, entre amis, en famille. Puis, plus concrètement, je vous ai quand même mis quelques ressources pour, disons, vous donner quelques idées ou passer à l'action, par exemple, pour l'aspect de solitude. Donc, si on se sent un peu plus seul. Et c'est beaucoup la perception de solitude qui est étudiée, c'est-à-dire que même si on a un réseau, si on se sent seul, ben c'est mieux de trouver qu'est-ce que je peux faire pour me sentir moins seul. Donc, le 2-1-1, je vais le décrire un peu mieux tout à l'heure, ce numéro-là. Faire du bénévolat, des organismes communautaires, on peut rencontrer des gens, faire des cours. Selon vos intérêts, vous allez rencontrer des gens, encore une fois. Puis, tu sais, quand on fait un cours, on n'est pas obligé de parler à tout le monde, mais au moins, ça nous expose à des gens et puis on peut tranquillement s'exposer davantage à des gens, même si on ne les connaît pas. Tel aîné, je vais en parler un petit peu plus aussi. Donc, c'est un numéro de téléphone ouvert à tous qui permet de parler à des gens qui comprennent ce que ça implique, les différentes étapes du vieillissement. Et les petits frères, c'est un organisme aussi qui fait des visites aussi en physique. Là. Ça dépend des régions, mais qui permet de briser l'isolement chez les personnes âgées. Donc, c'est ouvert aux 60 ans et plus.
pour la stimulation intellectuelle, bon, ben, en fait, tous les facteurs associés aux contacts sociaux, ça va rentrer dans de la stimulation intellectuelle aussi. Donc, dès qu'on sort de sa routine, si on ose la nouveauté, les jeux de société, des cartes, utiliser la tablette électronique pour communiquer, pour faire des jeux, des activités manuelles aussi. Hein, si on fait de la couture, du tricot, si on fait un nouveau patron, un nouveau bas, une nouvelle capuche, ben, c'est quand même de la stimulation. Des clubs de lecture, il y a des activités qui sont organisées dans les bibliothèques. La FADOC, je ne connais pas vraiment c'est quoi, donc j'ai mis un petit point d'interrogation, mais je vois souvent dans mon journal local des publicités, puis j'avais été voir sur leur site, puis il y a plein d'activités, puis ils ont comme des revendications pour les personnes âgées, fait que je trouvais que ça avait l'air bien. Les universités du troisième âge sont de plus en plus populaires aussi. Donc, il y a toutes sortes de cours, histoire, ateliers d'art, puis il n'y a pas d'évaluation. Donc, c'est vraiment pour le plaisir d'apprendre dans un milieu qui est structuré, avec quelqu'un qui est compétent et sur une plus longue période de temps. Donc, ça, c'était des aspects plus pour solitude et donc stimulation intellectuelle, contacts sociaux. Pour les aspects d'exercice physique et santé cardiovasculaire, bien, en fait, santé cardiovasculaire et exercice physique sont reliés l'un l'autre. Mais des marches, déjà là, c'est 3-4 marches par semaine. Déjà là, on sait qu'il y a des effets significatifs. Donc, on prend un groupe de personnes qui ne marchent pas avec un groupe de personnes qui marchent 3-4 fois semaine et on voit que dans le groupe qui ne marche pas, bien, il y a beaucoup plus de gens qui développent des troubles neurocognitifs majeurs. Le 2-1-1, je vous l'explique un peu plus précisément parce que je veux me donner le plus de chances que vous appeliez si vous en avez envie pour les objectifs que vous voulez vous fixer. Ça aspire à orienter les gens vers les sources d'information et les services appropriés, à leur permettre de participer pleinement à la vie de leur communauté et à améliorer l'infrastructure sociale du Canada. C'est confidentiel. Donc, c'est vraiment pour prendre connaissance, des petits organismes n'ont pas nécessairement les moyens là, de faire de la communication, de faire des publicités dans le journal, de se faire connaître. Et puis, ils ont souvent quand même plein d'activités qui sont très pertinentes, agréables. Ça développe un esprit de communauté. Donc, je vous invite vraiment à aller voir c'est quoi qui se passe dans votre région en appelant à ce numéro-là. Et pour tel aîné, comme je disais, ça permet de rompre l'isolement. Donc, ça aussi, je sais que ça peut être un peu difficile aussi. C'est un frein, c'est une barrière d'appeler, parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, à un inconnu, mais en même temps, on sait que ça fait du bien quand les personnes âgées ont des échanges un peu de nature psychosociale avec des gens de façon régulière. Donc, ça vaut la peine de l'essayer aussi. Ça va bientôt faire le tour des façons de favoriser sa santé cognitive. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on aura quand même pas mal de temps alors pour les questions. J'ai peut-être parlé un peu vite. Ah, merci. J'ai vu qu'elle a mis le site pour le document. Puis sinon, tantôt, si on a le temps, dans le fond, j'irai tenter de chercher mon attachement. Donc, pour la santé cognitive, et comme pour la pandémie en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui sont hors de notre contrôle, hein, donc notre génétique, l'environnement dans lequel on a grandi et tout ça. Donc ça, c'est sur lequel on n'a pas de contrôle ou de pouvoir en quelque sorte. Par contre, il y aura toujours des facteurs sur lesquels on a du contrôle. Donc, par rapport à la pandémie, les recommandations là, de la santé publique comme de porter un masque. Si la situation change, on peut porter un masque et continuer d'aller chez notre famille. Hein. Donc, il y a moyen d'ajuster nos comportements pour diminuer le risque tout en maintenant quand même ce que ça prend pour favoriser sa santé cognitive parce qu'on l'a vu en clinique quand même, l'impact de la pandémie. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu le avant, mais là, je vois qu'il y a eu des déclins quand même qui sont plus rapides que ce qu'on voit généralement. Donc, on peut avoir du contrôle sur le risque associé à la COVID. On peut avoir du contrôle sur notre santé cognitive aussi en prenant les actions qu'on a décrites tout à l'heure. Par contre, naturellement, même si on diminue les risques,
il en reste encore. Donc, il n'y aura pas de risque zéro. Et de la même façon dont je parlais tout à l'heure, où ça prend une évaluation juste de la situation pour avoir les bonnes stratégies d'adaptation, bien, si jamais il y a quand même des troubles cognitifs parce qu'on ne peut pas tout contrôler, bien, j'invite les gens à aller poser des questions aux médecins et de demander un dépistage sur les troubles cognitifs pour voir où est-ce qu'on en est. De la même façon que certains vont, à partir d'un certain âge, là, poser des questions sur le cancer du sein. Dès qu'on a une bosse, on va vérifier pour être sûr, même si ça peut faire peur. Bien, c'est le même principe à partir d'un certain âge. Si on a des inquiétudes, bon, bien, on va poser la question, puis on fait un dépistage et puis on regarde où est-ce qu'on en est. Parce que même s'il y a présence de troubles cognitifs, une fois qu'on a fait notre bout de chemin pour favoriser la santé cognitive, bien, il reste l'adaptation qu'on est capable de mettre en place en quelque sorte. Donc, il nous reste les possibilités de favoriser les façons de gérer l'incertitude, de planifier, d'accepter, de réévaluer les choses et d'avoir un support social aussi. C'est l'autre clé qui va nous permettre de nous adapter à tout ça. Donc, oui, ça fait le tour de la présentation par rapport à l'adaptation, les façons de favoriser sa santé cognitive. Donc, je serais prête à la discussion ou aux questions de votre part. Merci infiniment, Karen. C'était vraiment super instructif. En fait, moi, j'ai appris des choses. Puis, j'ai surtout appris qu'à partir de 45 ans, on pourrait avoir accès à l'application pour aider aux modifications des saines habitudes de vie. Puis, je trouve ça assez intéressant, en fait, de réaliser que assez tôt, en fait, on peut apporter certaines modifications à notre style de vie, à nos habitudes pour favoriser justement cette santé cognitive. Et j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus parce que là, c'est comme si tu m'avais fait me sentir trop vieille tout à coup. Je viens d'avoir cet âge-là, puis je me dis, bon Dieu, ben oui, en fait, on est déjà vieillissant. Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que même si on vieillit, on change comme pas vraiment. C'est comme l'âge passe, puis en même temps, on reste quand même la même personne. Donc, en fait, il y en a qui militent là, pour qu'on réintègre le mot vieux dans nos conversations parce qu'il n'y a pas rien de négatif là-dedans. Puis d'ailleurs, même si avec la COVID, on a parlé beaucoup de vulnérabilité des personnes âgées, c'est sûr que par rapport à la réaction du virus, bon, le système immunitaire est plus faible chez la personne âgée, mais sinon, dans la littérature, il y a quand même plusieurs choses sur lesquelles les personnes âgées sont meilleures que les jeunes. Donc, cet aspect-là de Lucilab, cette initiative, avant, c'était de 50 à 70 ans pour qui c'était ouvert. Et là, ils l'ont ouvert juste pour les 45 ans et plus. Et ils aimeraient en fait l'ouvrir à tous parce que, en fait, ça va être bénéfique sur tous les points de vue, pas seulement sur la santé cognitive, mais leur motif principal, c'est quand même de favoriser une bonne santé cognitive avec le vieillissement. Mais ce qu'on sait, c'est que ce qui se passe, c'est que l'hypertension, diabète, obésité, tout ça, là, ça commence à peu près vers les 45-50 ans, l'audition aussi. Donc, c'est dès le début qu'il faut commencer à jouer. Et en fait, on peut même remonter plus tôt parce que l'éducation, c'est aussi un gros facteur, pas de risque, mais c'est-à-dire c'est un impact qui influence, un facteur qui influence, oui, c'est ça. C'est un gros facteur de protection. Donc, même si on remonte tôt, ceux qui ont plus d'éducation, c'est un facteur de protection par rapport aux troubles cognitifs qui peuvent survenir avec l'âge. Donc, effectivement, tout au long de sa vie, toute notre réserve cognitive qu'on a à 65 ans, bien, en fait, je veux dire, c'est le bagage d'une vie là, qui s'exprime. Donc, oui, ça... Mais moi, je trouve ça super, tu vois, au contraire. Mais je comprends que tu sois surprise. Mais moi, je trouve ça génial que ce soit ouvert pour les 45 ans et plus. Parce que moi, j'aimerais bien en bénéficier, en fait. Ah, ça va venir, ça va venir. Mais là, on a une question aussi. Comment ça se passe en dépistage chez le médecin? En fait, tu en parlais tout à l'heure. Oui, donc, bonne question. Chez le médecin, moi, je vous conseille d'y aller toujours avec un proche parce que de la même façon que pour les problèmes auditifs, on ne se rend peut-être pas compte
qu'on perd l'audition parce que ça diminue graduellement et puis c'est les autres, ce n'est pas les mêmes processus en jeu, là, mais je fais une analogie, on ne se rend pas compte de ce qu'on n'entend pas. Bien, la mémoire, des fois, c'est pareil, on ne se rend pas nécessairement compte de ce qu'on oublie. Donc, déjà, si vous ou votre conjointe a des inquiétudes, on fait une visite médicale ensemble et puis on partage notre inquiétude. On aimerait ça passer à un test de dépistage. Des fois, le médecin va le proposer, mais c'est un work in progress là, avec les médecins de famille. Donc, peut-être qu'il y en a qui n'y penseront pas spontanément. Et souvent, ils vont demander maintenant à l'infirmière de faire une discussion avec vous. Donc, de voir pourquoi vous avez des inquiétudes, qu'est-ce qui a changé, de quelle façon ça a changé, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ça a toujours été là. Donc, ils vont apprendre à vous connaître un petit peu plus pour voir c'est quoi les changements cognitifs. Et c'est un test qui dure peut-être une quinzaine de minutes. C'est un dépistage. Donc, ça permet de savoir est-ce qu'on pense qu'il y a des troubles cognitifs ou on pense que c'est juste le vieillissement normal ou alors c'est situationnel parce que vous venez de vivre 2 deuils et un déménagement. C'est aussi normal d'avoir certains changements, certaines fluctuations là, au niveau cognitif avec ce qui se passe dans notre environnement. Donc, ils vont essayer de départager un petit peu ce qui se passe et ils vont probablement proposer un suivi 6 mois plus tard pour voir est-ce qu'il y a des changements, comment ça se passe. S'ils ont des questions un peu plus particulières, ils vont peut-être référer auprès d'un spécialiste, donc dans une clinique comme dans laquelle je travaille. Mais le test de dépistage, ça permet quand même d'avoir une idée. Est-ce qu'il y a des troubles cognitifs? C'est rare qu'ils vont pouvoir statuer d'emblée, là, par exemple, il y a une maladie d'Alzheimer. Généralement, on commence avec un dépistage, on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est, puis on fait un suivi, puis on regarde de quelle façon ça évolue. Donc, c'est bien d'avoir un peu une idée de base avec un test de dépistage. On va nous demander d'apprendre des mots, de faire des dessins, de nommer des phrases, des choses comme ça. Donc, toutes des choses qui vont utiliser différentes parties du cerveau. Super, merci beaucoup. Il y avait une autre question par rapport à l'adaptation ou pour continuer à se stimuler intellectuellement, qu'il y a une barrière visuelle. Est-ce que tu as des idées à suggérer à madame pour continuer à se stimuler intellectuellement, même s'il y a des limites visuelles? Oui, ben en fait, ça dépend toujours depuis quand ces limites visuelles-là sont présentes. Tu sais, quand ça fait très longtemps qu'ils sont présents, ben en fait, il y a quand même une plasticité cérébrale qui prend place, même quand on est plus âgé, même si la plasticité est peut-être moins rapide, ce qui fait que les autres sens vont prendre plus de proportions, disons, au niveau cérébral. Donc, l'odorat, le toucher, l'ouïe, tout ça est aussi de la stimulation intellectuelle. Donc, par exemple, les bibliothèques ont des livres audio maintenant. Donc, au lieu de lire des livres, on peut aussi écouter des livres. Donc, ça peut être une idée de stimulation intellectuelle. Ça peut être... en fait, ça, ce serait peut-être avec aussi l'Institut Raymond de Watt qui s'occupe justement de toutes les adaptations en lien avec les pertes visuelles. Ils auront peut-être un peu plus d'idées là, de ce côté-là, ou peut-être avec le 2-1-1 encore une fois. Mais c'est possible de maintenir, oui, une stimulation intellectuelle, des conversations téléphoniques ou des participations à des groupes. En fait, on pourrait même participer à des groupes de lecture si on fait la lecture audio. Là. Donc, il y a plusieurs façons là, ouais, de maintenir une participation active, même quand il y a des sens qui fonctionnent moins. Merci beaucoup. J'ai une autre question fort intéressante. Est-ce que le stress pourrait avoir un impact négatif sur la mémoire? Oui, je ne sais pas si on parlait d'un stress aigu ou un stress chronique, là, mais oui, naturellement, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand je parlais des régions qui sont plus pour les habitudes, qui fonctionnent sans trop d'énergie ou sans trop d'efforts, mais le chef d'orchestre, lui, qui nous aide à organiser notre mémoire, qui nous aide à prendre nos décisions, bien, ce lobe frontal-là, où est-ce qu'il y a le chef d'orchestre, lui, il faut aussi qu'il gère le stress. Donc, si le chef d'orchestre gère un stress ou une menace, ben, il est moins en mesure de se partager puis de mémoriser l'information. Donc, oui, ça va avoir un impact très certainement. Ça va avoir un impact souvent sur notre habileté, disons le montant d'informations qu'on va être capable de prendre en même temps. Ça va probablement être un peu plus petit et ça va être un peu plus difficile aussi d'aller chercher l'information dans notre tête. Donc, on aura tendance à reposer un peu plus les mêmes questions quand on est stressé.
Merci beaucoup. Excuse-moi, j'étais partie pour répondre à une question de madame. C'est l'Institut Raymond Dewar. Je suis en train de vous mettre. Ah, Oui, merci, merci. madame. Catherine a tout de suite répondu. Et moi, je vous envoie le lien. Voilà. Comme ça, vous pouvez cliquer et avoir directement accès à l'information. Euh, En fait, on a une autre question aussi très intéressante. Quand on sait que dans sa famille, il y a un très fort bagage génétique qui suggère en fait potentiellement qu'on pourrait développer une démence quand par exemple on a une mère qui en est décédée, une sœur qui a déjà des symptômes ou un diagnostic, malgré son jeune âge, en dessous de 60 ans, est-ce que tu suggères de vraiment rester à l'affût, de faire Oui, différents types oui. Ben, oui. Dans toutes les situations, en fait, je suggère de rester à l'affût. Donc, c'est tout le temps un peu délicat quand on parle à beaucoup de gens, hein, parce que je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Tu sais, il y en a qui ne sont pas assez à l'affût et qu'il faut sensibiliser. Et il y en a qui sont trop à l'affût et qui peuvent être anxieux, puis je ne voudrais pas les rendre plus anxieux non plus. Par contre, euh, moi aussi, j'ai appris en faisant ma présentation, euh, il faut quand même garder en tête l'histoire de l'évaluation réaliste. Donc, si on a un bagage génétique qui est fort, même si on est jeune, on reste à l'affût. Mais après ça, le bagage génétique, ça dépend aussi à quel âge les parents ont eu des troubles neurocognitifs majeurs. Parce qu'à partir de 65 ans, ça commence à devenir quand même un peu plus prévalent, donc c'est quand même un peu plus fréquent, et donc la génétique a un peu moins d'impact. Donc, ce n'est pas parce que nos parents ont eu une maladie d'Alzheimer à 70 ans, à 80 ans, même si c'est les deux. Oui, on a peut-être un peu plus de chance, mais ça compte seulement pour une proportion, alors que tous les facteurs de risque dont j'ai parlé tout à l'heure, donc si on met ensemble l'éducation, l'exercice physique, la stimulation intellectuelle, les contacts sociaux, protéger, corriger son audition, tout ça, ces facteurs-là, en fait, ça compte pour à peu près 40 du risque. Donc, la génétique, c'est juste une portion. Si par contre, on parle d'une maladie d'Alzheimer à début précoce, donc par exemple qui débute dans la quarantaine, ou si votre parent a eu une maladie d'Alzheimer qui a débuté par exemple dans la cinquantaine, là, je ne sais pas jusqu'à quel âge exactement on pourrait tracer la ligne, là, oui, je serais peut-être un peu plus inquiète. Mais si c'est à début plus tardif, euh, les habitudes de vie ont aussi beaucoup d'impact sur la survenue de la maladie. Puis il faut savoir aussi que même si on a une maladie d'Alzheimer, de maintenir les saines habitudes de vie, ça ralentit le déclin. Donc, ça continue d'avoir un impact et ça peut donc favoriser notre autonomie puis la qualité de vie. Merci beaucoup, Karen. Je pense avoir fait le tour des questions. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à vous manifester. Mais Je vais merci. peut-être mettre le site web de Lucilab, là, si jamais. Je l'ai mis aussi, en fait, Ah, OK, tu l'as mis. oui, Super. pendant que tu parlais, je me suis dit que j'allais le faire tout de suite au cas où on n'avait pas le temps à la fin pour que tout le monde puisse y avoir accès, étant donné qu'à partir du moment où on va fermer la rencontre, vous n'aurez plus accès à ces différents liens. Donc, je vous encourage, s'il vous intéresse, à juste cliquer dessus, laisser la page s'ouvrir et vous pourrez y retourner après. Sinon, vite fait, des jeux, des applications, je me permets de juste mentionner que, en fait, Karen Debat a déjà écrit un billet de blog pour nous, pour la QNP, au sujet de justement des applications trompeuses ou des suggestions pour. Bon, là, je me souviens plus du contenu exact, mais je vous encourage à aller regarder sur le site de la QNP. En fait, on a un blog et vous trouverez le lien pour ce billet-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais Ben, je ne sais pas si on peut mettre des attachements dans le chat oui, je crois que oui. parce que j'ai trouvé Essaye mon voir. document. Si jamais il y en a qui préfèrent juste prendre le document au lieu de passer par le site web, là. Ça fera certainement des heureux. Mais bon, je ne sais pas si je vais réussir avant écart, là. J'ai comme beaucoup de fenêtres ouvertes en ce moment, donc je me perds moi-même dans mes choses.
Voilà, moi je vous ai retrouvé le lien, je vais vous le mettre tout de suite dans le chat pour le billet de blog à propos justement de ces applis trompeuses. Donc ça pourra vous donner des pistes de réflexion pour voilà. Puis n'hésitez pas à vous promener sur la page de la santé, de la journée de la santé cognitive des aînés de notre site Internet. Il y a des informations, en fait, des billets de blog sur justement prévenir le vieillissement, se donner des trucs. Il y a aussi, il va y avoir la conférence d'aujourd'hui, il y a aussi celle de l'année dernière. Mais en tout cas, c'est ça, il est déjà 1h15. Je ne voudrais pas vous retenir si vous avez à faire, mais en tout cas, merci 1000 fois. Mais merci beaucoup. Je n'arrive pas à mettre le document, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Ben écoute, j'ai Mais comme sur le site, il faut juste entrer sa santé cognitive sur le site web là, de karendeba.com. Désolée, j'aurais voulu vous donner en tout cas, je m'associe à tous ceux qui sont en train de le faire dans le chat. Merci 1000 fois, Karen, pour cette conférence. C'est vraiment très apprécié. Encore plein de belles aventures qui nous attendent pour rester actifs intellectuellement, cognitivement. Puis moi, je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui et je vous dis à l'année prochaine, parce qu'on continue et il y aura une 3e édition de la journée de la santé cognitive des aînés. Yeah. Alors, pour tous ceux qui voudraient peut-être poser des questions à une neuropsychologue de façon un petit peu plus privée, n'hésitez pas à aller prendre une consultation. Il reste de la place pour lundi. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous et bonne fin de journée.